Привет, как дела? On va s'arrêter là pour le russe. Mais vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va nous emmener dans l'est de l'Europe, voire dans l'extrême est jusqu'en Asie, puisqu'on va parler du paganisme slave. Alors la vidéo d'aujourd'hui n'en sera qu'une introduction parce que c'est quelque chose qui m'a été réclamé dans les dernières suggestions que j'avais proposé de faire sur la communauté YouTube. Et comme c'est un sujet très vaste, je vais faire un cycle de vidéos consacrées au paganisme slave sur différentes choses. Donc il y aura une vidéo sur les célébrations saisonnières, une vidéo sur le Panthéon, une vidéo sur certaines pratiques, etc. Mais je pensais qu'il pouvait être intéressant de faire une introduction à cette série, histoire de vous présenter rapidement ce que c'est, de vous donner quelques pistes, de vous donner quelques idées de lecture et de vous présenter un peu la chose. Donc j'ai revêtu un costume traditionnel qui vient donc de Russie, puisque j'ai des origines russes. Et on va parler un petit peu de paganisme slave aujourd'hui. Alors, déjà, première chose sur laquelle on va essayer de s'entendre, c'est le mot slave. Parce que du coup, c'est un terme qui va répertorier plusieurs peuples, ou en tout cas des peuples qui vont s'étendre sur une zone géographique extrêmement vaste. Si vous avez déjà vu une carte du monde, et techniquement vous avez déjà vu une carte du monde, vous savez que déjà la Russie, qui est un pays slave, c'est le plus grand pays du monde. Et que par conséquent, on va donc de Moscou jusqu'à Vladivostok. Donc on va couvrir plusieurs faisceaux horaires. Fuseaux horaires. Waouh! Tu la sens la fatigue ou pas? On va couvrir plusieurs fuseaux horaires, on va couvrir plusieurs climats, plusieurs peuples, bref, en tout cas, on va vraiment aller de l'Europe jusqu'aux frontières du Japon. Donc c'est une zone qui est très très large. Et en plus, le slave ne se limite pas qu'à la Russie, puisqu'on va avoir pas mal de pays de l'Europe de l'Est et des Balkans qui sont concernés. Donc slave, c'est un mot vaste, c'est un petit peu comme le mot celte, mais vous allez le multiplier par 12. Ça va vous donner une petite idée. Donc moi je vais vous parler de ma tradition à moi, puisque j'ai des origines russes. Pour vous faire la petite histoire familiale, mon arrière-grand-mère était de Saint-Pétersbourg, enfin d'une petite bourgade à l'est de Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas? Donc forcément je me base moi sur mon paganisme, le paganisme en tout cas le plus proche de mon pagus, parce que ça vient de là, le mot paganisme, hein, le pagus, la terre d'origine, donc qui est la Russie de l'Ouest, si on peut dire qu'il y a un Ouest, forcément, il y a forcément un Ouest quelque part. Et en l'occurrence, les pratiques que l'on rattache dans l'histoire à la Russie kievienne. Alors vous avez bien vu, mais Kiev c'est en Ukraine, qu'est-ce qu'elle raconte elle? Oui, bah oui. Ça n'a pas toujours été en Ukraine, Kiev. Figurez-vous, c'était la capitale de la Russie il y a quelques centaines d'années de là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on se tape sur la gueule avec les Ukrainiens, c'est assez rigolo d'un point de vue historique, si ça ne l'est pas d'un point de vue éthique. Bref. Donc, que vous ayez des origines russes, ukrainiennes, polonaises, whatever, et que vous avez envie, si vous avez envie de vous relier un petit peu avec votre pagus, ce cycle de vidéos est fait pour vous, ou en tout cas je l'espère. Alors, je suis loin d'être une sommité en la matière, puisque je suis née et élevée en France, donc je reste française malgré tout. Cela dit, c'est quelque chose qui me titille depuis que je suis petite, parce qu'on a forcément envie de se rapprocher de ses origines, et sur lesquelles j'ai fait pas mal de recherches. Sachant que si vous partez là-dedans, bon courage, parce que c'est compliqué de trouver des sources, très compliqué. Alors, le paganisme slave n'est pas extrêmement différent des autres formes de paganisme. En réalité, il est assez proche du paganisme nordique, donc de tout ce qui est Asatru. Pour la simple et bonne raison que pas mal des influences, on va dire, qui ont façonné la Russie et le peuple russe nous viennent des invasions vikings, en particulier Vareg. Donc du coup, on va se retrouver avec des symboles qui sont à peu près similaires, notamment
dans l'emploi de certaines runes, dans l'emploi de certains attributs concernant les dieux, etc. On va se retrouver avec quelque chose qui est quand même assez proche. Et les rituels, vous allez voir que les rituels, quand on en parlera, des rituels du paganisme slave, ils sont assez proches du blot nordique. Donc si vous pratiquez déjà la satrou, ou si vous en avez entendu parler, vous verrez qu'on n'est pas si éloigné que ça. Alors, le paganisme slave est particulièrement complexe à creuser parce qu'on n'a pas de source écrite. Autant pour le paganisme nordique, on a les Eddas, autant pour l'hellénisme, on a beaucoup de mythologie. Pour le paganisme celte, on va se retrouver avec des textes comme le Mabinogion ou des choses comme ça. Autant nous, non seulement on n'a pas écrit sur nous-mêmes, mais il n'y a pas grand monde qui a écrit sur nous non plus, faut bien se le dire, pauvre de nous. En gros, faut pas se mentir, la plupart des peuples qui ont essayé de nous envahir se sont cassés les dents, littéralement, sur nous. Voilà, c'est pas pour rien qu'on dit aujourd'hui d'une situation, qu'on parle d'une mauvaise situation en la comparant à la Bérésina, parce que la Bérésina c'est un fleuve slave. Donc oui, globalement... on nous a un peu laissé dans notre coin. La cristallisation a été particulièrement délicate et virulente dans les pays slaves. On a conservé beaucoup de traditions qui nous viennent du paganisme. Et en fait, aujourd'hui, la seule chose à laquelle on a accès assez facilement, c'est le folklore. Donc c'est les contes et légendes. Ça, vous allez pouvoir en trouver très facilement. Si vous cherchez du côté d'Ivan Biblin, par exemple, qui a écrit beaucoup de recueils de contes et légendes, vous allez pouvoir trouver énormément de choses au travers de personnages qui ne sont pas véritablement des divinités, mais qui sont des personnages qui font partie du folklore, comme la Baba Yaga ou le Domovoy, ou des éléments comme ça. Les Roussalki, les créatures, on va dire, un peu fantastiques du folklore russe, ça, vous allez trouver de la doc, sans problème. Parce que ça, c'est tout ce qu'on a conservé du paganisme. Par contre, tout ce qui va avoir trait au panthéon et aux pratiques ancestrales païennes, c'est-à-dire au culte des anciens dieux, là, tout de suite, vous allez vous heurter à un manque de sources qui va être assez dommageable, même s'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Une chose qui est à savoir sur le panthéon slave, c'est qu'il est multiple. Vous n'avez pas un panthéon slave pour tous les pays slaves. Vous allez avoir un système très différent, en particulier en ce qui concerne le dieu principal. C'est-à-dire que vous allez vous trouver avec, en fonction des régions, en fonction des pays, avec des systèmes de divinités qui ne vont pas fonctionner de la même façon. Vous allez avoir, alors dans la Russie occidentale aujourd'hui, vous avez surtout des références à Svarog. Dans la Russie qui est Vienne, vous avez des références à Rhodes, mais vous allez aussi avoir des pays qui vont être plutôt axés sur Perun, c'est notamment le cas en Pologne en particulier, où Perun est très important dans le folklore polonais. Vous allez même avoir des endroits où Vélez va être plus mis sur le devant de la scène. Bref, vous allez avoir un système de panthéon qui va être très différent d'une région à l'autre, et vous n'allez pas vénérer les mêmes dieux en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Sachant qu'une des particularités particulières du panthéon slave, c'est qu'il y a relativement peu de liens filial et familial entre les dieux. C'est-à-dire qu'on a, contrairement aux mythologies gréco-romaines, aux mythologies nordiques, aux mythologies celtes, où on a tel dieu qui est le fils de tel autre, qu'il a eu avec telle déesse, ou avec une mortelle, ou ci ou ça, où on se retrouve avec des arbres généalogiques de partout, vous allez vous apercevoir que le panthéon slave... ouais, non, les liens familiaux, on n'est pas trop là-dessus. Donc les dieux sont plutôt des émanations un petit peu qui vont coexister les uns avec les autres, mais qui vont être... Bon, même s'il y a certains dieux évidemment qui ont des liens, en particulier Rod et Svarog, qui ont des fils. Mais vous allez vous apercevoir que c'est pas ce qui est vraiment au centre du panthéon slave, et que ces liens vont être amenés en plus à changer en fonction des panthéons régionaux. Donc finalement c'est quelque chose qui a été globalement un peu abandonné dans la perception du panthéon slave aujourd'hui, toute cette idée de faire des liens filiaux et familiaux entre les dieux.
Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, seulement c'est sujet à controverse, c'est sujet à caution, et du coup, vous allez voir que si vous essayez de faire un arbre généalogique des dieux, vous allez très vite vous arracher littéralement les cheveux et en faire des confettis que vous allez jeter dehors en poussant des cris d'apoplexie. Si. Donc, on retient ça surtout au niveau du panthéon, donc des panthéons multiples avec des dieux qui n'ont pas forcément les mêmes liens en fonction des panthéons, voire pas de lien du tout. Alors, au sujet des sources, je vais vous donner 3 petites idées de lecture. Alors, je vous ai déjà donné Ivan Biblin, je vous le redonne pas. D'ailleurs, je le prononce à la française, c'est Ivan Biblin, je sais pas pourquoi je suis très fatiguée. Ivan Biblin, pardonne-moi. Donc vous allez pouvoir aller piocher là-dedans pour tout ce qui va être folklore. Une lecture intéressante aussi, c'est d'Elizabeth Warner sur les mythes russes. Alors là, c'est pas un livre qui va vous raconter des mythes russes, ça c'est une lecture, on va dire, que vous allez faire en parallèle avec Ivan Biblin. C'est une lecture qui va analyser les mythes et qui va aller leur chercher justement des origines dans le paganisme pré-chrétien. Donc c'est super intéressant si vous êtes familier déjà avec les contes et légendes de Russie, d'avoir une lecture comme ça parce que ça va vous aider un petit peu à voir finalement ce que ces contes peuvent nous apprendre sur ce qui a été conservé. Puisque finalement toutes ces traditions qu'on a gardées, c'est une manière de conserver son paganisme malgré l'oppression chrétienne. Sachant que dans la chrétienté aussi, dans le système orthodoxe, on retrouve des choses du paganisme, notamment au travers de l'icône. L'icône nous vient d'un culte des idoles, donc d'un culte de l'image. Et donc ça c'est très très important en Russie et dans les pays slaves. Et ça c'est quelque chose qui vient du paganisme, parce qu'on sait que par exemple dans le catholicisme, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal. D'ailleurs il y a eu des guerres iconoclastes là-dessus, où on a littéralement cassé la gueule aux icônes parce qu'on jugeait que c'était des pratiques païennes et hérétiques. Donc ça veut bien dire qu'on est dans quelque chose qui est encore teinté d'un peu de paganisme dans l'orthodoxie. Et les icônes elles-mêmes ont un côté très païen. Je les utilise d'ailleurs dans ma pratique, enfin j'en utilise certaines, parce que justement il y a un côté qui nous rappelle les origines de tout ça. Je vous en parlerai tout à l'heure. Non, je vais vous en parler tout de suite en fait. Moi celle que j'utilise c'est celle-ci. Donc c'est la Vierge aux 7 flèches. Donc, alors on la connaît dans la mythologie chrétienne comme la Vierge aux 7 douleurs ou la Vierge aux 7 épées, puisqu'elle représente soi-disant les 7 douleurs de Marie. Cela dit, nous on l'utilise un petit peu différemment. Alors ça c'est une pratique qui me vient de ma famille justement. Généralement les icônes comme ça on les place vers les portes d'entrée chez nous. On les touche en entrant dans la maison et on les touche en sortant pour s'attirer de la protection. Alors attention, c'est une idole de protection, mais c'est disons qu'on pourrait résumer la protection slave, ou russe en tout cas, en disant que la meilleure des protections c'est l'attaque. C'est-à-dire qu'on l'appelle aussi adoucissement des cœurs méchants. C'est-à-dire qu'en gros, elle vous promet que si quelqu'un est méchant avec vous, elle va lui balancer cette flèche dans la gueule. Voilà, donc c'est une Marie badass, quoi, chez nous. Bref, entre autres, on y reviendra là-dessus dans des vidéos postérieures. Donc ça, si vous vous intéressez au folklore, lecture très 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 intéressante, ça se lit super rapidement, c'est très facile, et disons que ça va vous parler de tout ce qui est récupéré aujourd'hui dans le folklore slave, et russe en particulier, et qui nous vient des origines païennes. Autre livre très 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 intéressant, là qui est plus axé sur des traditions polonaises, mais qui du coup peut être, étant donné que c'est là où le reconstructivisme païen est le plus actif, mais qui peut être quand même très, très intéressant même si vous êtes d'un païus différent, c'est ce livre-là. Bogowie Slovian, donc qui a été conçu par une association qui s'appelle Watra, qui est une association reconstructiviste
constructiviste. Je vais y arriver, je suis fatiguée. Du paganisme slave, et donc qui essaye de chercher les sources pour nous indiquer comment était pratiqué le paganisme par les anciens Slaves et comment il est pratiqué aujourd'hui par les Slaves modernes. Alors, il faut savoir que ça a été écrit par un Polonais, et que par conséquent, même si la lecture est très intéressante, elle est bourrée de coquilles et d'erreurs de syntaxe. Alors, il faut faire preuve d'indulgence envers lui parce qu'il est polonais, il a fait l'effort d'écrire en français, donc il faut se détacher un petit peu de ça, même si des fois c'est vrai que c'est un petit peu... on a l'impression des fois d'avoir affaire à une traduction Google, mais c'est quand même super intéressant, il y a plein de choses. Vous avez des idées de rituels, vous avez un petit point sur les différents dieux, sur les différentes fêtes. Bref, c'est un petit manuel pratique quand on veut débuter sur le paganisme slave et qu'on parle pas forcément russe ou polonais, etc. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est une lecture qui apporte beaucoup. Et enfin, le petit dernier, c'est un ouvrage universitaire qui s'appelle La mythologie slave, donc par Louis Léger. Alors ça, c'est un peu la Bible, si on veut, c'est un peu la référence, même si le fait que ce soit un ouvrage universitaire en rend la lecture un petit peu difficile, en particulier parce qu'il y a beaucoup de passages en latin qui ne sont pas traduits, parce qu'ils considèrent que vous parlez latin. Donc lisez-le avec un gaffio à portée de main pour pouvoir traduire. Mais enfin, c'est très, très intéressant parce qu'il il a essayé justement de revenir aux sources de la mythologie slave et de nous offrir un aperçu de tout ce qu'on sait en fonction des écrits. Alors les écrits, comme je vous dis, sont principalement des écrits grecs et des écrits latins, mais c'est quand même la seule source, on va dire, vraiment fiable que l'on peut avoir par rapport aux divinités slaves et au panthéon slave. Donc vraiment, si vous ne devez en garder qu'un, accrochez-vous à votre latin, mais gardez celui-ci. Donc voilà pour les petites lectures que l'on peut s'offrir si on a envie de débuter dans le paganisme slave. Alors, vous allez trouver des choses sur internet aussi, vous allez trouver un petit peu de tout, du bon et du moins bon, surtout du moins bon, on va pas se mentir. À moins que vous trouviez directement des sites slaves que vous allez pouvoir traduire, si vous y arrivez. Simplement parce que le paganisme slave n'est pas à la mode. On sait que le paganisme fonctionne beaucoup en fonction des modes et qu'aujourd'hui la mode est au nordisme, forcément grâce à la série Vikings, hein. Tout le monde fait pareil. Il y a 10 ans c'était les Celtes, un peu avant c'était l'Égypte, bon bref là c'est le nordisme, on ne sait pas ce que ça va être dans 5-6 ans. Il y aura une nouvelle série télé peut-être qui viendra étayer tout ça, bref. Donc il va falloir faire un effort de reconstructivisme. Putain, j'ai du mal, il me fait chier ce mot, hein. Je suis comme Perceval avec... Non, ça me fait chier cette phrase. Donc il va falloir faire un petit effort de recherche si vous souhaitez vous plonger là-dedans. Mais si vous avez des racines slaves et que vous avez envie de creuser un peu, ne lâchez rien parce que c'est vraiment intéressant. Donc je vous laisse avec cette courte introduction, enfin courte, 18 minutes 37 quand même, c'est déjà pas mal, sur le paganisme slave. Si vous avez des attentes particulières, des questions particulières par rapport à cette voie du paganisme, c'est le moment de les poser en commentaire, c'est là pour ça. On rentrera dans les détails plus en profondeur, donc la prochaine fois on essaiera de brosser un petit aperçu. Alors je ne suis pas encore dessinée soit un aperçu des dieux principaux, soit un aperçu des fêtes principales, à vous de me dire ce que vous préférez en premier lieu. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de me soutenir sur Ko-fi. Et portez-vous bien en attendant la prochaine. Bye!